Bonjour à tous et à toutes, je me nomme Simon et voici un nouvel épisode de À chaque Soul, un podcast où nous invitons une personne à lire et discuter de jeux de rôle avec nous. Cette semaine, Maxime et moi, nous accueillons Jérôme pour discuter de Fate of Cthulhu. Pour se mettre en contexte, Fate of Cthulhu est sorti en 2019, a été écrit par Stephen Blackmore et a été édité par Evil Hat Productions. Il s'agit d'un jeu qui utilise les règles de Fate Core. Les joueurs ont le choix d'incarner des personnages qui ont vécu l'apocalypse par les mains des grands anciens de l'univers de Cthulhu et ont été envoyés dans le passé afin d'essayer d'empêcher que la fin du monde arrive. Allons maintenant rejoindre les autres pour la conversation et bonne session. Bonjour Jérôme, bienvenue parmi nous. Comme à tous nos nouveaux invités, j'aimerais te poser 2 questions. Tout d'abord, comment as-tu commencé à jouer à des jeux de rôle? Puis quel est ton jeu du moment ou tes jeux du moment? Bon, ben, salut Mike, salut Simon. Mike? Ouais, c'est pas Mike mon nom. Ouais, pas Mike, non, excuse-moi, je me trompe de Mike. Non, en fait, c'est Max. Désolé, ça commence bien. Pas d'inquiétude. Non, mais c'est bon, excuse-moi. Donc, ben, ça va bien. Et puis, pour prendre ta question, c'était les jeux que j'ai joués. Ben, en fait, non, c'est comment j'ai commencé à jouer aux jeux de rôle. Ben, c'est simple. Là, ça va peut-être trahir mon âge, mais là, j'ai commencé à jouer, moi, avec je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais la boîte rouge de Donjons et Dragons. La mythique boîte rouge. Ouais, là, l'elfe était une classe. Tu sais, c'est l'elfe, ça pouvait pas être un guerrier, c'était un elfe. Tu sais, un nain, c'était un nain. Donc, tu voulais jouer à un nain forgeron, ben, tu pouvais pas parce que tu étais un nain. En gros, là. Donc, tristement, j'ai commencé à jouer tout seul. Je me faisais des parties et tout ça parce que en fond, c'était cool. Bah, moi, je trouvais ça cool. Là. Je me créais des donjons. Puis là, je repensais à ça. Puis dans le fond, je suis comme le maître. C'est le premier à avoir créé des jeux procéduralement. C'est du fait que je me faisais des petites fiches de donjons que là, je mélangeais. Je faisais mon petit personnage. Puis là, je popais la salle. Puis là, je combattais les monstres. Puis là, jusqu'à ce que j'arrive au boss. Puis c'était ça. Puis après, bon, bah là, vos auditeurs vont pas les connaître, mais là, j'ai rencontré une gang d'amis et tout ça qui ont eux aussi commencé à vouloir jouer à Donjons et Dragons. Donc là, on s'est mis à jouer avec là, le gros livre, vraiment le plus sérieusement, là, la 2e édition. Celle-là, il fallait même que tu calcules le poids en kilogrammes, en tout cas que tu donnes quasiment la date de naissance de ton personnage et puis que les G, il fallait que tu aies un master en maths là, pour pouvoir les faire. Là. Et puis, c'est pas mal comme ça que j'ai commencé. Après, ces temps-ci, par contre, ouais, j'ai pas mal diminué dans les jeux de rôle, là, je vais avouer, là, parce que bon, COVID et tout ça, puis je suis rendu avec une grande famille et tout ça, donc c'est un peu plus dur, là. Mais c'est sûr que j'aime toujours le côté jeu de rôle. Moi, ce que j'aimerais, puis là, je sais, Simon, la face que tu vas faire, même si personne ne peut le voir, c'est de rejouer à Donjons et Dragons. Voilà, ça. Moi, le système des 20, là, moi, lancer des dés, puis avoir rouler un 1 dans un moment critique, là, puis que c'est ça, là, tu cries sac en papier, pour pas dire autre chose. C'est toujours magique, là. Ou alors, on avait un personnage mythique que le gars, fallait qu'il aille 5, vous pouvez être sûr qu'il allait rouler moins de 5, là. C'est ça. Des beaux classiques, puis Ouais, non, ouais, c'est ça. Là. toujours des scènes épiques. Ouais. Donc, le jeu d'aujourd'hui, Fate of Cthulhu, on va d'abord commencer par explorer l'univers. Jérôme, c'est quoi l'univers du jeu de Fate of Cthulhu? Un mot, Terminator. En gros, c'est ça, sauf dans l'univers de Cthulhu. Là, je vous préviens, là, je vais le dire tout croche, Cthulhu, tout le long là, de la session. Là. Mais ça, c'est mon accent français et tout ça. Là. Non, mais pourquoi je dis Terminator, c'est que c'est simple, c'est que dans le fond, remplacer les machines par les dieux anciens de Cthulhu, vous amenez du voyage dans le temps, donc un gars ou un groupe de personnes qui voyagent dans le temps et qui reviennent pour éviter la catastrophe de l'ancien qui est arrivé ou quoi que ce soit. L'univers qu'on nous présente de Cthulhu, c'est que là, à la place d'être une victime, puis c'est ça que, ben là, je donne un peu mon avis, là, mais c'est ça que je trouve cool, c'est que là, tu es là pour agir. Puis même si t'es une personne du présent ou quoi que ce soit, t'es pas là, pour avoir peur. Là. Tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose, sinon, ben, ça va aller mal. En gros, là,
Après, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Cthulhu, j'ai juste une chose à vous dire, honte à vous. Mais non, c'est pas vrai. Non, en gros, c'est que dans le fond, c'est que c'est des dieux anciens. Il y a des personnes qui veulent les ramener. Puis bon, ces dieux anciens-là, évidemment, sont mauvais, en quelque sorte. Pour faire ça simple, c'est comme si ici, on ramènerait Satan, en gros, là. Donc là, ça pourrait devenir l'enfer sur Terre, là. Dans cet univers-là, oui, il y a les dieux anciens, il y a une certaine chose à respecter, vu que, c'est de l'auteur H.P. Lovecraft qui a beaucoup de romans et tout ça qui parle là-dessus. Mais après, je crois que tu peux aller dans toutes sortes de sens et tout ça, là. Je pense que le jeu te le permet. Donc, Donc, comme mentionné dans le titre, Fate of Cthulhu utilise le système de Fate, qui est quand même relativement répandu au travers des jeux de la compagnie Evil Hat. Donc, Fate en général, c'est on roule 4 dés Fate, c'est des dés qui ont des faces plus, des faces moins et des faces avec rien. On les additionne ensemble pour donner un chiffre entre moins 4 et 4. Et ajouter à la stat de mon personnage pour donner un chiffre qui se transmet aussi en une espèce d'adjectif. Fait que, on peut faire un jet de 2, mais c'est un good ou bien sur la charte. À 3, ce serait très bien. À plus haut, ce serait excellent, super, etc. Tous les chiffres ont un adjectif pour dire à quel point on a bien réussi ou mal réussi. Parce que de l'autre côté, il y a aussi terrible et médiocre. Les fates fonctionnent aussi beaucoup avec ce qu'on appelle des aspects. C'est des espèces d'étiquettes qu'on ajoute dans la situation. Les aspects peuvent être autant quelque chose qu'un personnage est. Il peut être grand et fort. Ça peut être aussi la météo, il fait beau. Ça peut être que l'immeuble est en feu. Bref, presque n'importe quoi est un aspect. Et quand on fait nos jets, on peut prendre avantage de ces aspects-là si ça fait du sens. Soit en payant une ressource qui s'appelle des points de fate, ou en créant nous-mêmes ou en découvrant nous-mêmes ces aspects-là. Et dans ce cas-là, on a droit à des façons gratuites de l'avoir. Ça, c'est Fate en général, maintenant plus précisément à Fate of Cthulhu. La partie est basée au travers d'un événement, en fait, d'une timeline, d'une ligne de temps du grand ancien qui revient et la timeline est divisée en plusieurs événements qui sont divisés en éléments. C'est un peu l'espèce de plateau de jeu que la campagne va utiliser pour fonctionner. Chaque événement, chaque élément, c'est des hameçons, des accroches pour les parties, pour l'histoire, quand on modifie quelque chose pour essayer de donner des avantages à l'humanité, quand que l'ancien va revenir, ça peut faire des vagues et aller chercher, aller empirer ou même améliorer d'autres choses ailleurs. Dans la mécanique de la campagne, il y a une espèce de jeu d'essayer d'aller chercher, d'aller modifier le cours du temps à des endroits précis. Au courant de la campagne, chacun des éléments de la ligne du temps vont avoir une valeur positive, neutre ou négative, un peu comme les dés. Dans la situation initiale, ça va pas bien. Il y a des négatifs partout, ou presque tout partout. Et au fur et à mesure qu'on travaille sur chacun des éléments, on finit par être capable de peut-être améliorer. On passe d'un événement à un autre, ou on peut même revenir à des événements par la suite, et jusqu'à se rendre à l'événement final, qui est le retour de l'ancien. Là, c'est un peu un travail d'interprétation, mais la partie finale, la scène finale, est une interprétation de tous les plus et les moins et les neutres qu'on a réussi à amasser, à améliorer au courant de toute la campagne. Donc, c'est un grand tout. C'est pas juste linéaire. On essaie d'arrêter tel événement, ça peut marcher, on échoue, ça marche, on continue. Chaque élément est comme autant isolé que faisant partie d'un tout qui fait comme une espèce de grande tapisserie qui est juste figée, rendue à la fin de la campagne, quand tout est fini. En ce qui concerne la création de personnages, le premier choix est assez simple. Il faut décider, est-ce qu'on vient du futur? Donc, est-ce qu'on a vécu l'apocalypse, vécu la fin du monde, on revient pour l'empêcher? Ou est-ce qu'on est quelqu'un du temps présent qui a été recruté pour justement empêcher la fin du monde? Le jeu encourage fortement à avoir au moins une personne qui vient du futur pour, d'un, avoir une diversité, puis aussi pour pouvoir expliquer la connaissance, dans le fond, des événements qui vont survenir. Chaque personnage est divisé en des aspects. Donc, on va avoir un premier aspect qui est le concept du personnage.
Donc, c'est vraiment là, les grandes lignes de qui est ton personnage. Ensuite, on va avoir son trouble. On va généralement lui apposer un problème, une circonstance qui peut être utilisée par le maître du jeu, parce que un personnage qui est plus complet, ben, c'est toujours composé au moins d'un trouble, d'une problématique là, à surmonter. Évidemment, pour bien souder le groupe, il va y avoir les relations entre les personnages qui vont elles aussi être des aspects. Finalement, il va y avoir les aspects libres qui vont être plusieurs éléments qui vont composer le personnage. Donc, des aspects un peu plus mineurs que le concept général, mais qui vont être tout aussi importants, qui vont donc généralement être peut-être un peu plus spécifiques. Donc, on va être encouragé à créer des petites phrases qui vont définir notre personnage. Il peut y avoir aussi, surtout dans le cas de quelqu'un qui vient du futur, un aspect corrompu, donc un aspect qui a été corrompu par les pouvoirs des grands anciens. Il va avoir, par exemple, de la magie d'impliquer, de la corruption, des choses comme ça, mais qui peut être quand même utilisé pour le jeu. Ça va jouer justement avec l'aspect de corruption, donc il va avoir vraiment un aspect de, par exemple, de mutation, des choses comme ça. On essaie d'éviter le mot folie exactement dans le jeu, mais c'est une distorsion de la personnalité puis des choses comme ça. Ça l'amène quand même plus on l'utilise, plus on va être corrompu. Ensuite, le personnage va être aussi composé de compétences. Les compétences vont être chiffrées de 0 à 4, comme une pyramide. On va commencer avec une compétence à 4, 2 à 3, 3 à 2, puis 4 à 1, le reste à 0. Chacune de ces compétences-là sont prédéfinies. Donc, on va avoir de l'empathie, de la volonté, de connaissance, de la déception, des choses comme ça. Il va y avoir vraiment une liste très spécifique. Donc, on va définir en quoi est bon notre personnage. Donc, suite aux compétences, on va choisir des prouesses. Des prouesses, c'est l'utilisation extraordinaire d'une compétence. Donc, on va avoir vraiment plusieurs types de prouesses. On va en avoir qui vont être d'utiliser une compétence au lieu d'une autre dans des circonstances spécifiques. On va être vraiment bon dans une compétence, dans un cas très spécifique, par exemple, en utilisant une arme spécifique, en essayant d'éviter les autorités, des choses comme ça. Ou sinon, ça peut être aussi pour changer un peu les règles ou avoir quelque chose qui est toujours vrai. Par exemple, j'ai toujours des allumettes sur moi. Donc, ça va être vraiment là qu'on va aller personnaliser encore plus notre personnage. Un des éléments qui est intéressant dans Fate, c'est que vraiment, le personnage est composé essentiellement de petites phrases qui vont le décrire. Donc, on va vraiment avoir une image très définie de ce personnage-là une fois qu'on va avoir lu sa fiche au complet. Donc, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses du jeu? Le jeu, je vais y aller direct. Principe de Fate, j'ai pas beaucoup joué avec, mais là, le peu que j'ai joué avec, c'est peut-être mon côté vieux jeu, là, comme je l'ai expliqué. Je suis vraiment moi un gars de D20 et ça, puis ça, j'ai un peu de misère. Mais c'est sûr que là, moi, tu me parles d'un environnement à la Cthulhu, ça, j'embarque. L'un des points que j'ai bien aimé, par contre, puis c'est là que c'est un peu, comment dire, opposé à ce que je dis du côté de Fate, c'est que c'est la création de personnages que j'aime. Parce que c'est comme expliqué Max, dans le fond, c'est que tu arrives, à partir d'une phrase, tu peux créer ton personnage. Exemple, Valérie, la boulangère, aime sortir la nuit dans les nightclubs, puis là, c'est comme ça serait ça dans ton personnage. Puis là, tu sais, là, après, tu construis ton personnage par rapport à que, bon, ben, Valérie, vu qu'elle aime les nightclubs, ben là, ses prouesses, c'est qu'elle aime se coucher tard. Puis là, elle est boulangère. Bon, ben, elle est boulangère, donc là, elle est capable de te faire du pain, et puis là, d'en faire des nunchakus, puis de se battre avec. Tu sais, donc, tu sais, ça peut être cool de même, là. Puis ça pourrait être son stunt, là, tu sais. Frapper un dipoine à coups de pain, de sac en papier de pain, là, ça doit être fantastique. Donc ça, non, ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le côté, c'est que dans le fond, dans Cthulhu, c'est ça, tu es la victime. Souvent, tu n'es pas habitué d'en voir. Tu sais, il parle beaucoup de folie et tout ça, mais là, c'est du fait que tu viennes du futur ou du présent, dans le fond, en quelque sorte, parce que là, tu vas rencontrer la personne qui vient du futur ou quoi que ce soit, ben, tu le sais que en fait, tu sais que ces bébites-là existent. Donc, tu n'es pas surpris, tu n'as pas vraiment de côté folie ou de peur, puis de dire oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh non, quoi faire et tout ça. Non, non. Il faut que tu fasses quelque chose, sinon ben, c'est la fin sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé quand même, là, ce côté-là. Là. Après, comme je dis, moi, cette version-là, tu me la mets à toutes les sauces, puis je vais embarquer. Que ce soit sur Fate, que ce soit sur D20, que ce soit le côté, je sais pas c'est quoi le système, là, mais de Vampire, là, de White Wolf,
tu pourrais me le mettre tu pourrais me le mettre avec un jeu de cartes, puis j'embarquerai. Donc, j'ai aimé, mais en même temps, j'ai pas adoré. C'est ça, c'est dur à expliquer, là. Mais moi, ce que j'ai aimé, ça, c'est l'environnement. En gros, là, puis moi, je sais qu'en ce moment, tu t'avais envoyé la liste des jeux que tu voulais parler. Moi, j'ai vu Cthulhu, je fais OK, moi, je veux parler de ça. Là. Je savais même pas c'était quoi, puis tout ça, là, puis moi, j'ai embarqué. Là. Écoute, moi, je suis complètement à l'opposé de toi. Cthulhu, c'est jamais un univers qui m'a attiré. Et quand Max m'a proposé ce jeu-là pour la liste, j'ai fait Ah, Cthulhu, je suis pas sûr. Il dit oui, mais attends, il y a du voyage dans le temps. Fait que moi, c'est ça mon accroche. Ok, bon, je suis pas prêt à jouer à n'importe quoi tant qu'il y a du voyage dans le temps, mais je pense que je suis dans une quête personnelle de trouver comme un jeu de voyage dans le temps que je vais vraiment apprécier. Ouais, puis ça, sans vouloir te couper, mais il l'intègre bien dans le jeu, justement. C'est ça qui est cool, là, c'est vrai. Là. Moi, personnellement, j'aime Fate. Bon, malgré que quand que je voulais les jouer, je l'ai vraiment mal rendu. Bon, je suis content qu'il ait utilisé Fate pour ce genre de campagne-là parce que c'est quand même assez un système qui est très versatile, peut facilement s'adapter et s'intégrer à un très grand nombre de situations. Oui, le système de le voyage dans le temps, ça fonctionne, c'est vraiment intéressant. Ça devient comme une espèce de plateau d'électronique, puis là, tu essaies de ressouder quelque chose à quelque part, puis il y a quelque chose d'autre qui pète ailleurs, puis tu travailles à gauche puis à droite, mais à la place d'être comme une action à la fois, c'est une game à la fois, un événement à la fois. Le livre, bon, il est quand même beau, même s'il est vert. C'est ça, ça fit un livre de Cthulhu, tu sais. Bon, un instant, tu regardes des lignes, des pages de texte, bon, avec un petit peu de background, puis l'autre d'après, il y a un bras avec plein d'œils dessus. Tu sais, c'est totalement normal, là. Si je peux rajouter quelque chose, au niveau du livre, il est pas mal. Moi, je te dirais, il est beau, mais il renouvelle pas le genre. Là. Moi, quand j'ai lu un peu les règles et tout ça, je me voyais un livre de Pathfinder, un livre de D&D, un livre de vampire. C'était pas mal. Je veux dire, il commence avec la mise en situation. Bon, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Là. Je pense que c'est la formule correcte là, de tout jeu de rôle correct, là, je te dirais. Là. Oui, moi aussi, j'ai quand même apprécié. Je vais moi aussi faire assez différent. C'est ni le voyage dans le temps, ni le Cthulhu qui m'a intéressé. C'était le fait d'essayer un nouveau système Fate, pour être précis, que j'ai pas nécessairement apprécié plus qu'il faut. Je m'explique, je suis pas un fan de difficultés qui changent selon les interprétations, compétences qui sont avec un plus fixe. Donc, si je suis vraiment bon dans quelque chose, c'est sûr que je vais réussir. Tandis que si je suis pas bon dans quelque chose, ça sert à rien que je l'essaye. J'ai l'impression que ce système-là ne pardonne plus ou moins les actions, puis que si tu veux vraiment réussir quelque chose que normalement t'es pas très bon, faut que tu fasses beaucoup trop de préparation pour y arriver. Personnellement, c'est pas le genre de mécanique que j'aime tant. Par contre, j'aime beaucoup la partie création de personnages où est-ce que c'est très descriptif, où est-ce que tu vas identifier justement tes aspects. J'aime beaucoup cet élément-là. Puis ça apporte quelque chose qui est très imagé au niveau du personnage. T'es pas uniquement fort, t'es un homme fort de cirque. Là, niveau thématique, je pense que c'est intéressant. Peut-être que ça rend pas le Cthulhu classique, mais c'est une nouvelle approche qui est vraiment intéressante. Puis honnêtement, Jérôme, quand tu as dit Terminator, c'est exactement ça. Là. C'est beaucoup plus héroïque, beaucoup plus action que les jeux classiques de Cthulhu. Ce qui apporte vraiment un aspect différent, mais intéressant, parce que tu sais qu'il y a un apocalypse qui s'en vient. Tu sais que ça va être la corruption de. Le monde vont virer, vont faire des sacrifices, des choses comme ça. T'es là pour l'empêcher à coup de mitraillette ou de. Baguette de pain. Ouais, de baguette de pain en nunchaku. Donc vraiment, il y a beaucoup de liberté à ce niveau-là. Visuel, je pense que c'était très bien résumé. Le livre est classique. Donc des belles images, une structure honnêtement bien correcte, très lisible, une bonne longueur. Je pense que c'est le genre de livre idéal, là, très très classique. Ouais, puis, si je veux juste me permettre au niveau du livre, Marc, je repense à ça. Ce qui est bien, je pense, c'est que tu as juste besoin d'un livre, là, que tu sois joueur ou DM, là, hein.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une bonne section, là, la première section, dans le fond, qui est pour le joueur. Puis une fois que le joueur a terminé, ben, on passe à la partie pour maître du jeu. Il y a vraiment une belle approche au niveau de. Il y a plusieurs lignes du temps qu'on peut utiliser. Donc, une ligne du temps pour Cthulhu, une ligne du temps pour les autres que là, j'ai oublié le nom. Dagon, celle qu'on a essayé. Dagon qu'on a essayé exactement, le roi en jaune. Donc vraiment, il y a vraiment plusieurs scénarios qui sont utilisables là, 100% par le maître du jeu. Donc il peut juste en prendre un, puis après ça, on improvise avec ça. Honnêtement, le livre est super bien fait. J'ai absolument rien à redire là-dessus. En général, Evil Hat font des très bons jeux, là, des très bons livres. Moi, c'est ça, c'est vraiment plus la mécanique de Fate que j'ai pas été convaincu. Je la réessayerais, mais je suis pas 100% convaincu en général de Fate. Donc, pour la discussion d'aujourd'hui, Jérôme, tu voulais nous parler de l'univers de Cthulhu, pas juste dans les jeux de rôle, mais dans tout l'univers ludique au complet. Ouais, ça, je voulais parler, dans le fond, c'est pas ça, tu sais, Cthulhu, comme je dis, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est une franchise libre. Oui. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut la prendre et tout ça, puis en faire, du moins qui respecte l'univers, d'après moi, là. Mais donc là, je vais parler des autres univers, parce que là, comme on parlait, Fate of Cthulhu, c'est un univers plus héroïque et tout ça. Mais bon, là, il y en a sûrement qui vont connaître qu'il y a le jeu de cartes aussi, le Living Card Game de Fantasy Flight, que j'aime beaucoup aussi, mais que lui va aller plus dans un aspect, si vous voulez, que la personne sont comme des investigateurs et tout ça, mais en même temps, ils sont pas habitués de voir des phénomènes paranormaux, donc tu as un côté beaucoup plus folie qui est présent. C'est là que je dis que là, donc, à la place de te battre, tu subis. Donc, ce principe-là est quand même assez intéressant, mais tout comme il y a un autre jeu de société que sûrement, je ne sais pas s'il y en a qui vont le connaître, qui s'appelle Cthulhu Dead May Die, si je ne me trompe pas, parce que mon anglais est bon. Puis que ça, lui, me fait beaucoup plus penser justement au jeu de rôle là, qu'on vient de jouer. Donc là, tu es vraiment des personnes qui savent que les dieux anciens vont être de retour. Là, il faut que tu empêches. Faut que tu empêches le rituel. C'est même pas faut que tu empêches le rituel parce que ton but dans ce jeu de société-là, c'est qu'il faut quand même. C'est plus, faut que excusez-moi l'expression, il faut que tu chies le rituel pour que le dieu vienne, mais qu'il soit vulnérable. Et que là, là, tu puisses le tuer. Dans le fond, c'est pour dire que ceux qui sont intéressés par le survival horreur et tout ça, je pense que Cthulhu est un bon univers, est vraiment un univers assez riche et tout ça. Même si vous regardez, à part dans là, ça n'a aucun rapport avec le jeu de société, mais il y a même des jeux vidéo. Mais bon, ça, j'ai eu de la misère de trouver des bons jeux vidéo, je vous dirais, là, sur l'univers de Cthulhu. Là. Ma connaissance, j'en ai joué à aucun qui était bon. L'univers est quand même un univers assez riche et varié, là. Donc, c'est là que ça amène que je trouve que Evil Hat, c'est ça, la compagnie, ont bien fait leur travail ils se sont appropriés la licence, se l'approprier est un grand mot, là, et ils ont réussi à faire quelque chose justement de nouveau. Parce que quand on regarde dans tout ce qui se fait, que ce soit au niveau jeu de société, jeux vidéo, à part le Cthulhu Dead May Die, mais souvent, tu es une personne qui va subir les agressions et tout ça, qui va être là comme au mauvais endroit, au mauvais moment, j'ai l'impression, même des fois. Et puis que là, là, il va falloir que tu te défendes contre le dieu ancien et tout ça. Non, parce qu'il y a même le jeu de société pandémique qui en ont fait un, justement, un jeu de Cthulhu que j'ai joué une couple de fois. Mais que ça aussi, dans le fond, c'est faut que tu empêches que les dieux anciens arrivent en quelque sorte, donc en tuant les cultistes et tout ça, qui se multiplient et tout le kit, le principe de pandémique, là, mais qui, là encore, a quand même son aspect, je pense, folie et tout ça. Là. Et c'est là que le jeu de rôle fait bien le chose parce qu'en fait, c'est qu'il remplace cet aspect de folie-là par plus un aspect de corruption. Et c'est ça qui est intéressant, là, je vous dirais. Là. Donc, c'était mon petit point là, que je voulais ajouter là, pour si jamais des gens, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a quand même des gens qui savent le nom Cthulhu, mais qui connaissent pas vraiment l'univers Cthulhu. Et je pense que c'est quand même un univers, même si, là, je sais que moi, je suis vendu, j'aime beaucoup ça, mais je crois que c'est un univers justement qui est quand même
riche et qui peut amener à beaucoup de choses et que malheureusement est juste utilisé à une sauce et que alors qu'il pourrait être utilisé, je crois, à plusieurs. Il y a du potentiel. Donc c'est pour ça que je vois ça d'un bon œil que Evil Hat amène le voyage dans le temps, amène le côté plus héroïque de Cthulhu et tout ça. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup plus des créateurs de jeux, de contenus, même de films ou quoi que ce soit, s'inspirent de ça puis l'amènent encore plus en avant. T'sais. Donc, je sais pas, toi aussi, là, c'est ça, si tu connais bien l'univers ou pas, ou quoi que ce soit, là, si vous avez joué à d'autres jeux du principe, là, après. Moi aussi, j'ai joué à quelques jeux. Effectivement, tu sais, souvent, j'aime beaucoup le point que tu as apporté concernant le fait que généralement, on réagit à l'arrivée des Pawns, puis de Cthulhu, ou d'un de ses comparses. Puis que très souvent, on subit, puis ainsi de suite. Puis que là, on est vraiment dans une optique de action. Le ton est très différent de ce qu'on voit habituellement de Cthulhu. Moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup cet univers-là, mais je suis quand même assez intrigué quand je vois des éléments passer par rapport à ça. J'ai de la difficulté avec les jeux d'horreur. Quand je parle de jeu, je parle de jeux de rôle, parce que c'est pas toujours facile de bien rendre ce sentiment-là. Donc là, c'est vraiment héroïque. Je pense que ce ne sera pas du tout un problème. J'ai hâte de pouvoir essayer vraiment une partie d'horreur qui va être beaucoup plus engageante. Axé sous la pression et tout ça, dans le fond, de te sentir en danger, en Exact. quelque sorte. Ouais. Ouais, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de parties où est-ce que j'ai eu ce sentiment-là. Puis c'est difficile à le faire d'une manière intéressante. Tu sais, que ce soit vraiment un sentiment intéressant puis un jeu intéressant, là, je sais pas exactement comment le faire, puis j'ai pas vu nécessairement beaucoup de jeux le faire. C'est toujours intéressant de voir justement un univers qui va être un univers qui est connu comme ça, qui va être utilisé à plein de sauces, à plein de jeux. J'ai pas grand-chose à dire sur cet univers-là parce que je le connais pas énormément, mais il m'intrigue quand même. Je suis toujours intéressé à voir qu'est-ce qui peut sortir justement de cet univers-là, qu'est-ce qui peut être différent que les autres choses qui ont été faites avant, puis comment le rendre comme il faut. Est-ce que tu considères, puis peut-être que Simon, tu vas avoir quelque chose à rajouter, mais j'avais une question pour Jérôme. Est-ce que tu considères que c'est une bonne exemple de Cthulhu ou est-ce que c'est peut-être un sacrilège d'avoir quelque chose d'héroïque? Non, je pense que non, parce que justement, je crois que avec la timeline, comme expliquait Simon dans les mécaniques du jeu, tu le ressens justement, ce principe-là, parce qu'au début, bon, de la partie, le DM, en gros, puis je crois que c'est bien, te fait un gros récap de qu'est-ce qui s'est passé pour apporter à l'arrivée du dieu ancien, puis bon, qui te laisse des pistes. Puis donc ça, c'est ce que, en fait, c'est comme si, moi, je vois ça, comme si justement, ceux qui devaient, bon, qu'on subit et qui n'ont pas réussi donc à bien réagir à l'action, donc qui ont perdu, ben, sont arrivés que ça a fait que donc là, le dieu ancien est arrivé. Et puis que là, dans le futur, ben là, ils disent, ben attends, là, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on change des choses et tout ça. Donc, je pense que tu as un bon aspect quand même qui amène ça, cet aspect, ben, comme on dit, là, de corruption et tout ça, de dieux anciens un peu mental, dérangeant et tout ça. Mais après, comme tu dis, c'est sûr que là, ça vient vraiment peut-être autant des joueurs qui soient bien concentrés dans l'intrigue et tout ça, puis qui se mettent eux-mêmes dans la peau du personnage, comme tu dis, pour avoir un petit côté horreur et tout ça. Mais il faut de façon, je vais le dire polie, là, un excellent narrateur. Même plus, je crois que l'idéal, ce serait qu'il y ait un bon DM, mais qu'en arrière du DM, tu aies un excellent narrateur pour justement te mettre cette ambiance-là et tout ça, un peu parce que oui, c'est héroïque, mais je crois que c'est important quand même de faire sentir aux joueurs l'aspect que, attends, là, c'est pas un petit monstre, là, comme nous dans la partie qu'on a faite avec, c'était Dagot, puis je sais plus comment ça s'appelle, ces spires, là, en tout cas les hommes lézards et tout ça de 8 pieds. C'est-tu Des points. Des points, oui, Ouais, exactement. c'est ça. Bon, OK, les Divoine, tu ne bats pas ça en claquant des doigts, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une menace, là. Tu sais, t'en bats un, tu vas rocher, là. Tu sais, accroche-toi. Puis donc, je pense que c'est important de montrer ça aux joueurs, tu sais, parce que souvent, il y a des joueurs, de mon expérience, ça, eux, bon, ben, moi, non, je suis invincible, allez, go, hop, je fonce dans tout. Puis là, ben là, c'est important de montrer aux joueurs, je crois que non, non. C'est comme si tu arrivais à main nue contre un grizzly, là. Tu sais, je veux dire, attends, là, tu vas pas gagner comme ça.
c'est là donc que je pense que si le DM, le maître du donjon est un très bon narrateur, je crois que là tu arrives à avoir un niveau de plus, je crois, justement, à l'ambiance Cthulhu et tout ça, là. Et là, je parle vraiment d'un narrateur. C'est pas juste de te mettre une petite trame sonore là, avec des sons et des bruits fuckés que souvent ça n'a pas rapport parce que là, tu es dans une auto et tu entends des bruits de baleines, là. Donc là, ça gâche un peu. Ouais, ça, donc finalement, pour répondre à ta question, parce que c'est sûr que là, on a un peu divagué et tout ça, je crois que non, moi aussi, pour résumer ce que je dis, c'est pas un sacrilège, mais ça t'amène à un autre aspect de Cthulhu que moi j'aime. C'est que je pense que justement, là, j'aimerais en voir plus d'autres aspects comme ça, là. Justement, en parlant de d'autres aspects, le jeu Fate of True amène un élément qui est aussi assez fort dans les médias puis ainsi de suite, le voyage dans le temps. Je pense que c'est ça dont tu voulais nous parler, Simon. Tout à fait. Comme je disais dans ma critique, Voyage dans le temps, c'est quelque chose qui me passionne. En général, dès qu'un jeu, un livre ou n'importe quelle œuvre de fiction a un aspect de voyage dans le temps, pas que j'aime ça, mais que je suis intéressé. Par la myriade de façons de le faire, de le gérer. Est-ce qu'il y a des paradoxes? C'est quoi les règles du voyage dans le temps? D'une œuvre à une autre, il y a tout le temps des différences. Ici, Fate of Cthulhu le fait d'une façon très simple. Prend la peine d'établir qu'est-ce qu'on a besoin d'établir, pas qu'on commence à gosser avec des paradoxes. Je pense que c'est honnêtement la même approche qu'ils ont utilisée dans Dragon Ball. C'est-à-dire qu'on retourne dans le temps pour changer le futur, mais le futur ne sera pas changé, sera pas ajusté, c'est on va créer un nouveau futur. Tu peux même aller te tuer toi-même si tu veux dans le monde, dans le passé ou quoi que ce soit, ça va pas changer. C'est une méthode très simple, mais efficace. Fait qu'est-ce qui devient intéressant dans Fate of Cthulhu, c'est la feuille de la ligne du temps qu'on a parlé plus tôt. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de savoir une bonne partie d'avance de qu'est-ce qui va se passer, puis d'avoir à travailler sur chaque élément de la ligne du temps. D'autres façons de voir le voyage dans le temps, ça aurait été justement d'utiliser des paradoxes, puis de ne pas avoir, de pas trop bouger la ligne du temps, de faire attention à ne pas, ne pas plus détruire l'univers qu'est-ce qui était déjà en train de se détruire. Bon, en fait, avant de dire mon avis là-dessus, je veux vous entendre, vous, savoir, est-ce que pour vous, dans Fate of Cthulhu, le voyage dans le temps était satisfaisant ou est-ce que ça aurait pu être quelque chose qui aurait été plus à l'avant-plan? Des problèmes de voyage dans des voyages temporels ou les thématiques qu'il y a normalement dans les voyages temporels. Moi, si je peux commencer, en fond, mon problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que c'est dur à dire. Avec la partie qu'on a fait, il faudrait qu'on ait fait la campagne au complet. Et là, ça pourrait être intéressant. Par contre, ce que je trouve intéressant du fait du voyage dans le temps, comme tu dis, bon, tu sais, ça amène pas les paradoxes là. C'est là que, en tant que joueur et même en tant que DM, tu peux donc créer des loops. Parce que là, tu sais, ta partie, bon, là, tu l'as faite, puis là, tu as vu les changements et tout ça que ça a fait, OK, tac. Puis là, donc, en tant que joueur, ou même en tant que DM, s'ils embarquent, là, ils peuvent dire, OK, là, on a fait ça. Donc là, ça a fait ça, bon, OK, là, donc, ouais, le résultat n'est pas super, mais rien t'empêche donc de dire, donc la même personne qui vient du futur, ou même justement la personne qui était du présent, se rend pour revenir vers le futur, puis que tu gardes la même partie, la même timeline, mais que en tant que joueur, là, tu changes d'autres choses pour dans le fond, avoir un résultat meilleur ou pire. Parce que bon, c'est ça. Donc, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, le principe là, du voyage dans le temps, c'est que c'est ça. C'est que pour ma part, j'ai l'impression c'est que ta campagne de timeline, donc que tu as choisi et tout ça, s'arrête quand les joueurs ou le DM dit non, là, on arrête. C'est exemple parce que là, tout le monde est mort ou XY chose. Mais rien t'empêche dans le fond, ça, de refaire plusieurs loops, parce que comme tu dis, il n'y a pas de réel. Mais en fait, parce que le voyage dans le temps, c'est comme on dit, tu peux tellement l'amener n'importe où, n'importe comme tu veux. Donc, comme tu dis, tu sais, dans le principe de Dragon Ball, où est-ce que tu vas changer un futur, mais ça ne sera pas ton futur personnel à toi, tu sais. Donc là, c'est là que je dis que rien t'empêche, donc après, de repartir, puis repartir, là.
C'est ça que je trouve qui est intéressant. Et puis que, en gros, le principe du voyage dans le temps, là encore, comme on discutait avec le principe de l'horreur, je pense que c'est au choix du groupe avec lequel tu joues. Ouais, ben, moi, ce qui m'intéresse dans le voyage dans le temps, c'est voir l'impact de nos décisions sur l'histoire qu'on a. Fait que ce que j'aime dans Fate of Cthulhu, c'est que tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu as déjà des événements prédéfinis qui vont mener vers la fin du monde. Puis tu sais que c'est sur ceux-là qu'il faut que tu aies un impact pour pouvoir arriver à changer l'histoire. Ce que j'aime pas dans Fate of Cthulhu par rapport au voyage dans le temps puis dans le contexte d'un jeu, c'est que c'est difficile de savoir c'est quoi les impacts de ce qu'on a fait. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un peu d'intérêt à soit mécaniser ou à expliquer ou à encourager un peu plus à voir la répercussion de ce qu'on fait. Donc, tu sais, on dit on va changer certains éléments en positif versus de négatif. Mais ça, au final, c'est uniquement à l'interprétation du maître du jeu puis des joueurs à savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça pourrait être un peu plus explicite, les impacts? Puis, comme tu dis, Jérôme, peut-être, oh, tu fais un événement, tu réalises que ça change l'histoire, puis, ben, tu refais une autre boucle. Fait que là, tous tes personnages, ils reviennent dans le passé. Puis là, ton personnage du présent, ben, il sait maintenant qu'il va avoir un apocalypse. Fait que lui aussi, il est prêt à voyager dans le passé. Fait que là, finalement, tu joues ton personnage du futur qui revient dans le passé. Parce que ça peut être vraiment une histoire qui est très intéressante. Mais pour ça, je pense que le jeu, c'est pas explicite qui te permet de le faire, mais tu pourrais le faire. Il n'y a rien qui t'en empêche. Ce que j'aimerais vraiment, c'est voir un peu plus l'impact des décisions mécaniquement, puis peut-être pas juste mécaniquement, mais d'avoir une manière plus spécifique de les voir. C'est un peu ça qui m'a, entre guillemets, déçu dans le Fate of Cthulhu. Par rapport à ce qu'on disait, là, les types de voyages dans le temps, honnêtement, je trouve que ça serait peut-être un peu trop compliqué d'aller vers quelque chose d'autre. Il y a sûrement moyen de le mécaniser, là. Je pense qu'on l'a déjà vu dans d'autres jeux. Entre autres, Time Watch qu'on Time avait Watch, fait, oui, Simon. exactement. Exactement. Où est-ce que là, les paradoxes sont vraiment très présents. Tu peux pas avoir d'impact. Faut pas que tu te fasses voir. Faut pas que tu montres des choses du futur, des choses comme ça. Time Watch qui est de Pelgrane Press, dans le fond, dans le système de Gumshoe. Donc, ça, c'est une manière différente d'approche. Personnellement, j'aime bien que ce soit simple comme voyage dans le temps, mais j'aurais juste aimé mieux avoir un peu plus de visibilité sur l'impact de nos décisions, de nos actions. Je me souviens quand, dans ma lecture du livre, c'était la chose que j'ai eu le plus, que j'ai pris le plus de temps à comprendre. C'était à quoi ça servait de changer les plus puis les moins sur la ligne du temps. Éventuellement, c'est parce que ça finit par être juste vraiment une job d'interprétation. Tu arrives à l'événement final, à la montée du jeu ancien, puis les joueurs puis le maître de jeu, ils interprètent qu'est-ce qui arrive puis qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des exemples dans le livre, par exemple, ils disent tel impact de tel événement, finalement, ça fait que le dieu ancien arrive 20 ans plus tôt au lieu de dans 30 ans, puis ainsi de suite. C'est des bons exemples, mais qui est, comme tu dis, complètement de l'interprétation. Il y a plus ou moins de mécanique qui aide à s'enligner dans cette direction-là. Il n'y a pas non plus beaucoup d'indications de comment le faire puis comment l'apporter. Par contre, la question c'est est-ce que ça aurait été intéressant que ce soit qu'il y ait un jet ou vraiment une mécanique à la fin de ça? Parce que je sais que en essayant de comprendre les plus et les moins, vu que c'est les mêmes symboles que les dés, je pense qu'on a tous pensé que c'était des dés à rouler éventuellement qu'il fallait faire. Mais est-ce que vraiment tu veux finir une campagne sur juste un jet de dés, s'il réussit, ça a bien été, s'il n'a pas réussi, finalement, ça va mal? Je suis pas sûr que ça serait si satisfaisant que ça. Mais en même temps, si tu te rends à la fin et que tu n'es pas sûr d'avoir réussi, ben, ça devrait peut-être se jouer par un roulet de dés. Ben là, je suis pas d'accord avec toi. C'est parce que le principe de mécanisation, c'est que là, ça t'aurait fait, je crois, un livre au lieu de, je pense qu'il est quoi, 300 pages à peu près. Là, je pense que tu aurais un livre là, de 700 pages. Là. Non, ben, je pense qu'il y a moyen de le faire beaucoup plus. Juste de dire
tu changes un moins en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Après, je crois que cette interprétation-là, c'est juste, je crois que c'est l'interprétation. Là encore, ça dépend comment que tu veux le voir, mais je pense que c'est une interprétation libre du principe que ben, c'est le travail du DM à faire. Puis après, comme tu dis, oui, c'est sûr qu'il y aurait moyen de le mécaniser. Puis si ça se trouve, je suis pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pensé à ça, puis qui commence à travailler là-dessus ou quoi que ce soit, donc que tu pourrais trouver. Mais après, ben là, c'est ma conception là, du jeu de rôle, je vous dirais. Là, moi, ben honnêtement, pour faire ça simple, le livre, c'est un outil. Les règles et tout ça, là, tu veux les changer en tant que maître du jeu, tu les changes, puis ça finit là. Tu sais, je veux dire, tu peux juste t'en inspirer. Puis c'est là que je crois que Fate of Cthulhu, au moins, ben moi, j'aime mieux qu'il te laisse plus de liberté parce que donc, ça fait en sorte que donc les joueurs ou le DM va beaucoup plus travailler que la façon lazy où est-ce que là, OK, ouais, on va te mécaniser ça. Donc là, on va te faire, bon, bah, si c'est un plus, ça va être ça. Ou alors, bah, tu roules un tête dé, puis là, bon, bah, là, ça amène ça. Que des fois, je trouve que c'est là qu'est le piège de beaucoup de jeux, que ce soit société, jeux de rôle et tout ça. Bah, le piège, ça devient un jeu vidéo. Tu sais, c'est quasiment de la programmation. Tu sais. Donc, ça fait plus travailler. En tout cas, moi, pour moi, le principe du jeu de rôle, c'est de faire travailler l'imaginaire. C'est la priorité, là, que ce soit du joueur ou du maître du jeu. C'est là que ça pourrait être même un autre sujet de table ronde. Moi, là, l'aspect figurine, tout ça, je comprends qu'il y en ait qui capotent, mais je déteste ça dans un jeu de rôle. Moi, là, tu me parles, que ce soit dans n'importe quel jeu, tu me parles, tu sors ton livre, puis que là, tu me sors tes figurines avec ta map. Non, là, ça marche pas, là, parce que là, t'as plus ce contexte d'imagination et tout ça, puis ben, je trouve de liberté. C'est que là, tu es pris dans un carcan ben, comme j'ai encore, de jeux vidéo. Je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus des indications. Puis prenons juste l'exemple, par exemple, des aspects dans le jeu. S'il y avait eu des aspects à la fin du monde qui auraient été, par exemple, dès que tu changes un dé pour ben, un des événements de moins à plus, là, il faut que collectivement le groupe décide de changer les aspects de la fin du monde. Donc, par exemple, Ça, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Par contre, ils disent quand même dans le livre, genre, qu'est-ce que le plus neutre puis moins représente. Le moins, c'est la pire chose qui peut arriver pour l'humanité dans cette situation-là. Le nerd, c'est ça va pas très bien. Puis plus, c'est on peut peut-être essayer de s'en sortir. exact. Mais j'ai juste trouvé cette partie-là un peu faible. C'est plus ça, l'interprétation des impacts décisions. Je trouvais qu'il manquait un peu de force dans la mécanique ou dans l'approche du jeu. Je veux pas non plus qu'on arrive à quelque chose d'hyper mécanisé, là. Ça, c'est clair, là. On est d'accord là-dessus. Mon point est plus sur le fait de faire du voyage dans le temps. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact de tes décisions. Voici la première ligne du temps. Voici les changements que ça a apporté. Est-ce que vous êtes satisfait? Non, ok, ben on fait une autre itération, puis on change tout le temps comme ça. Puis, tu sais, la boucle fait partie à mon avis, du voyage dans le temps. Donc, on a parlé de l'univers de Cthulhu. Le début du livre de Fate of Cthulhu met sur table quelque chose de vraiment important que je pense que Maxime veut nous parler aujourd'hui. Effectivement. Dans le livre, on souligne que malgré que l'auteur, H.P. Lovecraft, était un raciste ou il y avait plusieurs défauts et ainsi de suite, que malgré que cet auteur-là n'était pas une personne bien, que son œuvre était quelque chose d'intéressant et qui était un sujet intéressant pour être utilisé dans le livre. Ma question est pas si cet auteur-là spécifique-là devrait était raciste ou peu importe, mais plus est-ce que l'œuvre d'un auteur problématique doit automatiquement être mise de côté ou être ignorée parce que cet auteur-là était une personne pas correcte. Dans le fond, on en a entendu plus souvent parler. Il y a beaucoup de scandales par rapport à des acteurs, des vedettes. Est-ce qu'il faut arrêter de regarder leurs films, arrêter d'écouter leur musique? Comment que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut attendre qu'il soit mort parce que là, il peut pas profiter de son argent? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Mais ça, il faut être conscient que ça, c'est quelque chose qui peut faire couler beaucoup d'encre. Ben honnêtement, et ça ben, comme tu dis, il y a beaucoup de vedettes et tout ça. Là, on peut les nommer, Michael Jackson, même dernièrement, bon, il y avait eu Johnny Depp, il y avait eu le gars de House of Cards, Kevin Spacey et tout ça. Puis, moi, je suis capable
c'est que moi, en tout cas, ça, c'est ma vision de la chose. T'as l'acteur et t'as la personne. Donc, c'est deux entités pour moi différentes. Je veux dire, la personne, je la connais pas personnellement et tout ça. Puis bon, si elle est raciste ou croche ou quoi que ce soit, ben, ça sera pas mon ami de base. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est pas respecter son œuvre, c'est un bien grand mot, mais que je peux pas apprécier ce qu'il a fait. Parce qu'après, en même temps, là encore, ça dépend. Est-ce qu'il a fait, bon, mettons, on va prendre H.P. Lovecraft, si tu me dis, ouais, mais là, il a écrit ses livres en prenant du sang de noir et tout ça, puis là, j'ai dit, ouais, là, c'est peut-être dérangeant, puis là, je suis peut-être en train d'encourager une pratique pas très catholique, parce que là, genre, ils impriment encore pour X, Y raison un livre comme ça, tu sais. Donc oui, là, ça me dérangerait. Mais en tant que personnalité publique et tout ça, tu sais, je pense, je suis capable, je crois, de différencier son art de ce qu'est la personne. Tu sais. Même si, bon, là, pour le cas d'H.P. Lovecraft, ceux qui savent un peu et tout ça, parce que oui, bon, de toute façon, c'est connu, il est raciste, mais c'est même pas, il est plus que raciste. C'est qu'il détestait l'humanité. Et c'est pour ça, toutes ces choses-là qu'il fait. Quand on lit ses livres et tout ça, je pense qu'il n'y a qu'un seul livre qui finit bien, puis c'est la saga de Dunwich, quelque chose du genre. Mais sinon, tout le reste, l'humanité souvent sombre dans la folie et tout ça. Bizarrement, en aimant ça, t'as encouragé un gars qui détestait l'humanité, en quelque sorte. Là. Mais cette personne-là est morte, puis ça fait longtemps. Et puis bon, après, les contextes politiques puis sociaux et tout ça étaient très, 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 très différents de ce qu'il y a aujourd'hui. Dans le fond, ta question, je me sens pas mal ni rien. Comme je dis, si le fait que là, c'est sûr que là, si tu me dis que les livres ont été créés par des enfants dans le tiers-monde et tout ça, bon là, on s'entend que je vais peut-être plus me sentir mal, mais là encore, c'est un autre sujet, puis on va pas en débattre là-dessus parce que là, sinon, là, on s'en va dans un côté épineux, là. Donc, mais non, moi, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange, là. C'est un gros mot que je dis, là, que ça me dérange pas, là. Oui, ça me dérange, mais j'apprécie son œuvre. C'est ça. Ouais, je comprends ton point. Toi, Simon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Oui. Je pense qu'il y a plusieurs volets à ça. Je ramène des choses de mon passage au cégep en littérature. Quand on analysait des œuvres, des choses comme ça, une chose qu'on disait souvent, c'est que l'auteur est mort. L'auteur et l'œuvre, c'est deux choses différentes. Quand on parle de quelqu'un qui produit une œuvre qui, après ça, réutilisée de façon plus personnelle, genre par un lecteur, par quelqu'un qui écoute une pièce de théâtre ou quoi que ce soit, c'est facile de dissocier l'œuvre de la personne problématique et par la suite réutiliser son œuvre, réutiliser les concepts qui étaient corrects ou qui étaient intéressants là-dedans et de les pousser ailleurs. D'ailleurs, dans le livre, ils disent que c'est ça il était raciste, puis après ça, ils donnent une liste de livres de d'autres personnes qui ont écrit dans l'univers de Cthulhu, des personnes de couleur qui ont fait des excellents livres par rapport à ça. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas se fermer à cause que l'auteur est problématique, que son œuvre est bon. Et il n'y a rien tant que on ne fait pas juste comme l'idolâtrer en tant que tel, qu'on travaille à apprendre qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était correct. Ça, c'est sur la partie quand il y a une séparation justement entre la personne puis comme mettons un écrivain écrit un livre, après ça, c'est le livre qu'on peut prendre dans son œuvre. Quand on parle de personnalité publique, genre des acteurs, c'est un peu un autre détail. En ce moment, tous les films vont. Je pense pas qu'il y a vraiment de films qui sont encore dans le domaine public. Donc, m'ont acheté des films ou regarder des émissions donne de l'argent à la personne qui les a faites moi encore. Ça aussi, moi, je pense que ça a un impact sur cette décision-là. On a tendance à plus idolâtrer ou à moi, plus triper un ton sur des gens qu'on voit comme au cinéma ou à la télévision. Puis c'est là que mon avis peut peut-être un peu plus changer. Je vais donner
donner comme exemple, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui était impliqué là-dedans. Bon, l'émission Une grenade avec ça, qu'il y avait Jean-François Harrison qui jouait dedans, on a fini par savoir qu'il consommait de la pornographie juvénile, etc. Fait que toutes les émissions qu'il était à l'intérieur ont juste été radiées du cursus. Tout ça fait qu'il n'y a jamais eu de DVD non plus de cette émission-là pour la même raison. Ça, je pense que c'était la bonne chose à faire de retirer une personnalité publique. Fait que c'est là que je pense que quand que la personne est vraiment publique, là, il faut les séparer. Si on peut avoir juste son œuvre, la partie créative, dans ce cas-là, on peut faire fi de. Ben, pas faire fi, mais genre acknowledger, se rendre compte que l'auteur était problématique puis aller ailleurs. J'ai de la misère à être d'accord avec toi, simplement parce que là, on parle de. Je comprends là, de ne pas comment dire, envoyer de l'argent à quelqu'un qui est problématique. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais il y a plein de monde qui travaille sur ces vidéos-là. C'est pas. Il y a plein de monde qui ont travaillé là-dessus. Tandis que on va parler d'un livre d'une personne qui est pas correcte. Puis là, on dit que c'est correct d'apprécier le livre parce qu'on voit pas son visage. Au contraire, je pense que c'est pire parce que ça y envoie à lui plus d'argent. C'est ça qui est difficile. On va parler, mettons, de quelqu'un, d'un exemple très précis qui est sorti quand même récemment, comme quoi J.K. Rowling serait anti-trans, elle aime pas les trans, puis ainsi de suite. Est-ce qu'on devrait laisser les Harry Potter sur les étagères? Pour moi, c'est la même chose que de dire on va laisser un vidéo de Harrison passer. Il n'y a pas de différence pour moi entre ces deux-là. Tu sais, c'est pas comme si dans les téléséries où est-ce qu'il est passé, il exprimait une opinion qui pouvait être problématique. Là. C'est pas comme s'il encourageait la pornographie juvénile pendant ses Non, c'est vidéos. ça. C'est là, je pense que c'est là que je suis d'accord avec toi, Max. Parce que là, on regarde, c'est un personnage. On regarde pas on regarde pas la personne, je veux dire. Puis c'est là qu'il faut faire la différence entre la personne, donc réelle, et le rôle qu'il joue. Puis c'est comme tu disais, Max, il lance pas un message ou quoi que ce soit. Tu sais. Puis même J.K. Rowling, bon, malgré ses opinions, c'est ça qui est très discutable et tout ça. Mais je veux dire, dans ces Harry Potter, en tout cas, de ce que j'ai lu, j'ai pas vu de message anti-trans ou quoi que ce soit. Donc après, je pense qu'il y a quand même la limite que c'est ça. Du moment que l'opinion, c'est sûr, après, la personne, ce qu'elle a fait de ça ou qu'est-ce qu'elle pense, est très dégueulasse ou quoi que ce soit. Mais si ça n'appuie pas sur son œuvre, dans le fond, qu'elle ne l'exprime pas dans son œuvre, comme font justement certains auteurs, ou est-ce que c'est très clairement, tu le vois que dans leur œuvre. Et de même, je ne peux pas vous trouver des exemples, où il y a des auteurs où justement, ils sont très anti-femmes, et puis ils le démontrent très bien dans leur œuvre. Puis là encore, donc du fait d'enlever, là ça va être la dernière boucle que je vais faire parce que là je pourrais en parler longtemps, mais quand là, on va prendre du principe de la grenade avec ça, comme tu as dit, tu trouves ça correct qu'il ait enlevé tous les épisodes ça? Mais moi non, parce que à cause d'une personne, là il y a plein de monde qui ont perdu leurs revenus et tout ça. Ouais. Alors que cette personne-là, ça, tu sais, du moment que je pense que c'est là l'information est importante, que tu connais qu'est-ce qu'elle a fait, puis qu'admettons, au pire, tu t'assois avec ton enfant qui l'écoute, quoi que ce soit, tu dis, ouais, mais même là encore, je veux dire, c'est un personnage. Donc ton enfant n'est même pas obligé de savoir que ce gars-là est croche, là, dans la vraie vie, là. Parce que ce qu'il joue, c'est un personnage. De toute façon, c'est pas lui. Puis, parce que si on part dans ce principe-là, et là, tu sais, c'est comme, je pense qu'il y avait eu le scandale sur l'histoire au Canada et tout ça, que, regarde, dans les livres d'histoire, on va enlever tout ce qui est en rapport que les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Inuits et tout ça, là, tu sais, de les avoir, tiens, je te donne un fusil, puis ramène-moi une centaine de pots de castor, ou même, dans ce cas-là, on va enlever tout ce qui est en rapport avec Hitler. Mais non, ça fait partie de l'histoire, puis ça fait partie des dangers, puis justement, il faut qu'on en parle pour dire, non, regarde, c'est pas correct. Je pense que plus tu vas en parler, plus tu vas montrer à ces gens-là qu'ils ont tort, plus ils vont arrêter, parce que, un imbécile va rester un imbécile. Tu sais, je veux dire, mais au moins, moi, ce qui me dérange, c'est que démontre-le pas publiquement que t'es imbécile, tu sais. Au début du livre, ils disent vraiment que Lovecraft est moins raciste, puis c'est vraiment important de
s'assurer que ce soit dit, que ce soit clair, Excuse-moi, tu dis moins raciste? et Ah, raciste. ok. Non, j'avais compris moins raciste pour ça. J'étais comme. Non. Ok. Je pense qu'on n'a pas la C'est même ça. définition, la même. Écoute, l'exemple qu'il donne pour prouver aux gens qui étaient racistes, c'est de googler le nom de son chat. Je l'ai fait, puis ouais, ok, c'est clair. Googlez-le à Googlez la le nom maison. de chat de H.P. Lovecraft. Mhm. Donc, tu sais, puis j'ai récemment vu j'ai pogné les Looney Tunes à la télévision récemment. Et il y avait une espèce d'avertissement au début, comme quoi que l'émission qu'on allait voir avait des références culturelles problématiques qui reflétaient les valeurs d'un autre âge, qui ne sont plus actuelles d'aujourd'hui. Fait que ici, on parle justement de racisme, de violence, de toutes sortes de choses qui ne se font plus vraiment aujourd'hui. Mais ils ont spécifié qu'ils n'avaient pas censuré l'épisode parce que ce serait de faire taire les choses qui se sont passées dans le passé et qu'il faut être conscient que c'est arrivé pour pouvoir continuer à aller de l'avant. J'ai trouvé ça intéressant et nécessaire comme avertissement au début et je pense que c'est la bonne façon de procéder. Ouais, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, là, surtout dans la, pas la période, là, mais le temps qu'on vit et tout ça, où est-ce que justement, là, tu sais, on s'entend qu'on devient de plus en plus ouvert. Non, ça, je trouve ça intéressant, là. Quand vous regardez même les animés de Walt Disney, tout ça, il explique que je pense que j'aime mieux ça que la censure en elle-même. Tu sais. Puis c'est là que aussi donc vient le point que j'aimerais mieux qu'on m'avertisse que bon, tel acteur a fait des actes, blablabla, mais que ça ne représente pas bon, la société aussi ou ça. Tu sais. Que de couper Mhm. complètement soit l'épisode, soit. Définitivement. C'est ça qui est difficile aussi, c'est de savoir comment que je fais pour pas contribuer à une personne qui est pas correcte, mais en même temps, c'est du contenu important, c'est des œuvres d'art. On s'entend probablement qu'il y a une grenade avec ça, en moins le titre d'œuvre d'art que, par exemple, H.P. Lovecraft puis son univers puis ces choses-là. Mais quand même, c'est assez important de dire voici une œuvre qui a été créée collectivement, souvent, Ouais. en plus. Puis c'est pas dépendant de son auteur. Comment faire pour. Parce que là, sinon, après ça, un auteur qui est quelqu'un de pas correct, mais qui produit des bonnes œuvres, ben là, tu vas pas continuer à l'encourager. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. On s'entend, mettons, des acteurs, c'est plus facile que de dire ils participeront plus dans aucun film ou des choses comme ça. Mais quelqu'un qui s'auto-publie puis des choses comme ça, c'est plus difficile de l'arrêter. Disons qu'il y a une facilité ici en ce moment parce que justement Lovecraft, son œuvre est dans le domaine public et qu'il n'y a plus personne de lui ou de sa succession qui fait de l'argent là-dessus. Exact. Ben, je pense que ça clôt le sujet juste parce que on pourrait en parler pendant des heures, puis tu sais, faut bien comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vient d'aborder. Mais je pense que c'est important de le mentionner, comme quoi que c'est quelque chose, tu sais, on est conscient que, puis c'est vraiment bien écrit dans le livre, là, ils sont conscients que l'auteur de cet univers-là était quelqu'un de problématique. Par contre, l'univers est devenu beaucoup plus grand que l'auteur et peut être utilisé pour être justement une source de renouveau un peu, puis définitivement, on a parlé d'autres auteurs qui ont créé dans cet univers-là qui sont, eux, des auteurs qui sont généralement de minorité visible ou quoi que ce soit. Ça a vraiment cette importance-là, puis ça devient un outil pour beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut pas en avoir honte, mais il faut en être conscient. Jérôme, à la suite de cette discussion-là, est-ce que ton avis a changé sur le jeu? Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Moi, mon avis, non, n'a pas changé sur le jeu, je vous dirais. Tu sais, comme j'ai dit, j'aime l'univers, donc le jeu m'intéresse. Justement, je serais intéressé à avoir le temps de ça, de faire vraiment une campagne complète
dessus pour vraiment voir plus en profondeur, pas les problématiques du système, mais justement, voir est-ce que le système fonctionne bien avec ce qu'on a présenté et tout ça. Si tu es fan de Cthulhu, et que tu es fan de jeux de rôle, go for it, allez-y. Il n'y a pas vraiment de question. Si vous connaissez bien le système Fate et que vous l'aimez, ça avec, là, allez-y. Là. Après, c'est sûr que. Mais encore là, je pense que. Je sais pas, là, ça va être plus à toi de me le dire, Simon, vu que toi, tu n'étais pas un grand fan de Cthulhu. Mais je pense que tu peux quand même trouver ton compte, là, que ce soit en tant que joueur ou en tant que maître de jeu, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes idées. Donc, non, moi, je le recommande. Je veux dire, là, c'est à essayer. Là. Définitivement, même sans trop triper sur Cthulhu, bon, je participerais. Je t'aimerais où je jouerais une campagne de Fate of Cthulhu sans problème. Non, mon avis n'a pas tant changé, mais c'est ça. Oui, de mon côté, comme je dis, je suis pas emballé par le système de Fate en général, mais j'aimerais ça peut-être l'essayer un peu plus longtemps pour pouvoir voir si c'est vraiment mon impression qui va rester ou si ça pourrait me faire changer d'avis. L'univers en tant que tel, le jeu en tant que tel, je suis honnêtement super intéressé. C'est vraiment le fun comme univers. Un peu d'héroïque, un peu de voyage dans le temps, puis des gros monstres à battre, c'est toujours amusant. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Jérôme, d'avoir participé. Écoute, ça fait plaisir. Puis là, moi, la seule chose que j'ai à dire, là, vous me connaissez en tant que fan de Cthulhu, et vous me sortez un jeu de rôle là, sur Star Wars, là. Oh mon Dieu, je vais y participer, c'est sûr. C'est bon. On va t'inviter pour un autre podcast. On peut certainement trouver un jeu de Star Wars. C'est noté. Merci à toi, Maxime. Ben, merci à toi, Simon. Toujours un plaisir d'animer cela avec toi. Merci à toi, Jérôme. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et je souhaite à tout le monde une excellente journée et bon jeu de rôle.